qu'est-ce qu'on trouve quand on prend au sérieux ou à la lettre le terme de décroissance? Voilà. Si on veut résumer d'une seule question tout ce que nous allons dire ce soir, c'est qu'est-ce qu'on trouve quand on prend au sérieux le terme de décroissance? Donc, voilà, on va avancer. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve pour le moment? Aujourd'hui, si par exemple on regarde le terme de décroissance, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? Eh bien, on trouve du flou, on trouve du brouillage, on trouve de l'éclaté, on trouve de l'hétérogène. Ces 4 termes, je ne les ai pas choisis au hasard, est paru il y a 1 mois ou 2 mois un livre aux éditions du Passager clandestin qui s'appelle Décroissance avec un S, regard croisé, puis il y a une suite, mais je ne l'ai pas retenue, qui est un livre coordonné par François Jarige et Hélène Torgeman. Et dans l'introduction, on trouve un certain nombre de phrases disant la décroissance, c'est flou, c'est une nébuleuse, voilà, ce genre de choses. Il y a tous les termes que j'ai dit, c'est éclaté, c'est hétérogène. Mais de façon assez surprenante, alors qu'ils disent que la décroissance c'est flou et que c'est une nébuleuse, et que même quelques pages auparavant, ils disent aujourd'hui, on est ce qu'ils appellent à l'heure du grand brouillage intellectuel et politique. Eh bien, dans leur introduction, quand on lit à l'heure du grand brouillage intellectuel et politique, eh bien, on s'attend quand ensuite on dit la décroissance aujourd'hui, le concept est flou, il n'est pas défini, etc. On s'attend à ce qu'ils s'en plaignent. Eh bien non. Par une sorte de masochisme, je ne sais pas ce qu'il leur apprend, nous pouvons lire, c'est selon nous une des forces qui témoigne de l'incertitude actuelle et des débats et conflits nécessaires pour construire un autre rapport au monde. Et on peut dire plus loin, nous espérons même que cela donnera naissance à un mouvement social d'ampleur, j'ai déjà entendu ça il y a 15 ans, mais éclaté et hétérogène. Bon, j'ai du mal à comprendre ce qu'est un mouvement social d'ampleur éclaté et hétérogène, et donc il y a une sorte de, pour ceux qui se rappellent La Fontaine, le renard et les raisins verts, c'est-à-dire il y a une sorte de, bon, on aimerait bien que ça soit comme ça, mais comme ce n'est pas, finalement c'est pas plus mal et je m'en contenterai. Bon, si vous voyez ce que c'est la fable des raisins verts de La Fontaine, Jean-Paul Sartre avait beaucoup aimé cette fable et on a fait l'origine de son concept de mauvaise foi. C'est-à-dire le renard de la fable est en réalité l'archétype même de la mauvaise foi. C'est-à-dire l'art de se mentir à soi-même. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui quand on regarde le terme? Eh bien, on trouve malheureusement, d'où la question, pourquoi ce flou? Pourquoi ce flou? On va y venir après, mais après Serge Latouche, le deuxième auteur qui a eu quelque peu de reconnaissance en France, ça a été Paul Ariès. Si ce nom vous dit quelque chose, Paul Ariès, c'était, on peut dire, dans les années 2010, c'était une vedette. C'était une vedette. Hein. Et puis, bon, et lui disait, la décroissance est un mot obus. Alors, ça, je peux vous dire que nous, dans nos cercles décroissants, cette expression a fait beaucoup de mal. Vous allez me dire que ça sert à ça, les obus, mais bon, le mot obus, c'est-à-dire que c'est juste fait pour provoquer le débat. Vous voyez, c'est comme, imaginez Marx disant, le communisme, c'est un mot obus, c'est juste fait pour provoquer le débat, mais vous savez, ça n'a aucune proposition concrète. Oh, c'est rigolo. Assez bizarrement, on est d'emblée parti là-dessus. Et je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà ouvert des livres de nos ancêtres français de la décroissance, et encore jusqu'à aujourd'hui, on trouve continuellement l'idée que la décroissance, non, c'est pas le contraire de la croissance, hein. Non, la décroissance, c'est pas la croissance négative. Et pire encore, quand on interroge, par exemple Timothée, qu'on lui demande quel est selon vous le pire contresens qu'on peut connaître, c'est de confondre la décroissance et la récession. À la MCD, nous faisons l'hypothèse que si on veut d'emblée perdre les gens et les égarer, commençons par des choses comme ça. Si vous commencez à dire que la décrue, c'est pas le contraire de la crue, d'ailleurs, essayez d'expliquer ça aux gens qui, dans le Nord, ont été inondés, que la décrue, c'est quand les eaux vont baisser et que ça ne va pas être une bonne nouvelle, et que surtout la décrue, c'est pas le contraire de la crue, je pense que vous aurez du mal à avoir les pieds sur terre. Mais bon. Et donc, on est assez étonné de, comment dire, cette paralysie conceptuelle, même de la part de certains grands auteurs décroissants, à ne pas oser assumer le terme décroissance à la lettre.
Et donc, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'assumer à la lettre ce terme-là en disant, mais il est bien. Et de le faire jusqu'au bout. L'idée que la décroissance n'est surtout pas la décroissance, la croissance négative, en 1973, donc il y a 27 et 24, 51 ans, waouh! Donc il y a 51 ans, vous savez peut-être qu'en 72 avait été publié le fameux, dit-on, rapport Meadows, qui était une commande de la Commission européenne et du Club d'Europe. C'était une commande de la Commission européenne au Club d'Europe. Asseyez-vous. Et ils avaient publié, enfin, je ne sais pas si vous le savez, donc un rapport qui s'appelle Halte à la croissance, et qui avait eu un certain écho dans la presse. Là, on est en 72, puisque le président de la Commission européenne, qui s'appelait Siko Mansholt, avait osé dire, eh bien, ça doit être, comment dire, le programme économique pour les années à venir de la Commission européenne. Quand on voit aujourd'hui ce qu'est devenu la Commission européenne, même après la mort récente de Jacques Delors, qui a quand même été un fossoyeur de toute idée à peu près progressiste de ce qu'aurait pu être l'Europe, bon, on en est très très loin. Mais Siko Mansholt, pourtant, lui-même, en 73, j'ai noté la citation, « Pour nous, dans le monde actuel, diminuer le niveau matériel de notre vie devient une nécessité. Ce qui signifie non pas une croissance zéro, mais une croissance négative. » Donc, on avait au tout début, on n'avait pas cette, comment dire, pudeur de jeune fille, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, mais pour dire, bah oui, il va falloir décroître. Et décroître, ça signifie bien une baisse du PIB, une croissance négative, une baisse du niveau de vie, une baisse du pouvoir d'achat, une baisse de la production, une baisse de la consommation. Assez bizarrement, quand le concept est apparu comme ça pour la première fois, et le mot est prononcé la première fois, c'est comme un shot de dire, bah, le rapport de Rome, c'est plutôt pas mal. Le Nouvel Observateur est tellement étonné, à l'époque c'était un journal de gauche, est tellement étonné de cette phrase-là, qu'il organise en juillet 72 une table ronde où il y a Edgar Morin, André Gorz et Siko Mansholt. Et c'est là que pour la première fois, André Gorz, dans une phrase un peu empoulée, dit oui, il faudra envisager une décroissance, c'est-à-dire une baisse de la production, etc. Après, il faudra attendre 1979 pour que le terme soit repris comme titre générique d'un recueil de textes d'un économiste roumain qui s'appelle Nicolae Georgescu Roegen. Et lui publie a publié des articles et des universitaires suisses disent on va en faire un texte et on va le publier. Et eux, ils choisissent le terme de décroissance. Nicolae Georgescu Roegen, lui, a écrit en anglais et, je ne sais pas, il n'utilise jamais le mot growth. Et il utilise le terme, eh bien ça, la personne ne veut le dire, il utilise le terme decline, le déclin. Bon, là, ils traduisent decline par décroissance. Puis après, là, il faudra attendre presque 20 ans pour que le terme revienne avec des numéros de silence, etc. Et en fait, à peu près, à part Serge Latouche, Paul Ariès, et puis pour ceux qui connaissent le journal de la décroissance qui est animé par Vincent Chenet, il n'y a quasiment pas de travail véritablement ou d'apparition de la décroissance dans le débat public. Il a bien existé une revue intellectuelle qui s'appelait Entropia, mais qui a déjà eu un numéro d'Entropia dans les mains? Oui. Voilà, hein, une personne. Ah, t'as feuilleté, ah oui. Il y a eu 16 numéros, puis il s'est arrêté. Donc, non, plus Entropia, Utopia. C'est une association Utopia. C'est autre chose. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve quand on prend le terme décroissance à la lettre? Ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve du flou, du brouillard, etc.
Qu'est-ce que j'espère trouver? Bon, ben moi, ce que j'espère trouver en prenant le terme à la lettre, j'espère trouver une décroissance politique et surtout une définition politique de la décroissance. Et je compte vous proposer une définition politique de la décroissance. Je vais commencer ma première partie. Donc la première partie, c'est comment sortir la décroissance de son brouillard définitionnel. Il ne nous semble pas, inutile de commencer pour sortir du brouillard par être capable de distinguer ce que moi j'appelle des usages du terme décroissance. Et il me semble que quand le mot aujourd'hui est employé, alors positivement, je mets de côté toutes les fois où les usages sont négatifs. Par exemple, aujourd'hui, depuis une semaine, la présidente de la coordination rurale, les bonnets jaunes, répète partout sur les plateaux, nous ne sommes pas pour la décroissance. Il est connu que le gouvernement et l'Europe essayent de leur imposer la décroissance. Voilà. Donc là, on est dans la décroissance bashing. Bon. Et puis, alors Fleur avait fait une sorte d'inventaire de toutes les... on a, après, régulièrement, un peu à la télévision, l'usage négatif et repoussoir du mot décroissance. Nous ne sommes pas la décroissance, etc. Donc moi, je voudrais juste parler des usages positifs de la décroissance. Il me semble qu'il n'est pas inutile d'en distinguer trois. Ils ne sont pas forcément très bien découpés. Il ne faut pas croire que quand on est dans l'un, on n'est pas dans l'autre. Ça peut se chevaucher, ce n'est pas très clair. Ce sont des usages. Comme tout usage, c'est assez empirique. Le premier usage, au départ, je l'avais appelé l'usage parapluie, parce que c'est véritablement l'usage que l'on a rencontré quand on est allé au festival La Décroissance organisé par Génération Écologie, où là, il y avait toute une série de conférences, d'interventions, mais ça allait jusqu'aux ateliers où comment faire, je sais pas, des claquettes en récupérant ses gants de toilette, ou comment manger avec, c'était quoi, des fours norvégiens, trucs comme ça. Enfin, oui, on allait vraiment de, bon, comment élever vos gosses sans utiliser de couches culottes. Tout ça y était. Bon, alors là, on voit que c'est quand même très, très hétéroclite. Et comme pendant les 3 jours quasiment il a plu, donc j'ai appelé ça la décroissance parapluie. Delphine Bateau a moyennement apprécié cet humour, comme je lui ai dit, mais pourquoi pas. Bon, alors aujourd'hui j'ai changé de terme, je préfère appeler ça de façon encore plus ironique et encore plus coup de pied de l'âne, la décroissance agrégat. Parce que normalement, même quand on n'est pas très au courant de la décroissance, on sait que la décroissance critique l'indicateur du PIB, du PIB, et le PIB est précisément un agrégat. Donc normalement, on devrait comprendre que quand je parle de décroissance agrégat, c'est quelque chose qui est... Bon, c'est-à-dire agrégat, bon, il y a un peu de tout, quoi. Vous savez, quand on dit que le PIB est un agrégat, on veut dire que dedans, au fond, on préfère que dans un accident, il n'y ait pas de mort et que des blessés, parce que pour le PIB, c'est quand même bien mieux d'avoir des accidents, et si en plus on peut avoir des handicapés à vie, ça augmente quand même beaucoup plus le PIB, alors qu'un mort... Pour le PIB, c'est pas du tout efficace. Donc c'est pas par philanthropie qu'on préfère éviter des morts, c'est juste parce que c'est mieux pour la croissance. Donc là, on voit bien qu'il y a un emploi cynique du PIB comme agrégat. Donc il y a un premier usage de la décroissance agrégat. On rassemble sous ce terme, de façon peu construite, tout ce qui peut passer pour une critique de la croissance, ou qui préfigurerait un monde libéré de l'emprise de la croissance. Ce qui caractérise cet usage, c'est que la diversité désordonnée, je l'ai mis entre guillemets, c'est une expression de Bernard Lehir, est valorisée sans critique, comme une richesse, alors que politiquement, ça pourrait être mis en question, parce que c'est surtout une facilité pratique et une paresse théorique. Par son aspect fourmillant, cet usage permet de se raconter qu'il existe déjà plein d'alternatives qui sont effectivement désirables et faisables. Mais cela incite malheureusement à ne pas se demander pourquoi il faudrait rendre la décroissance acceptable pour ceux qui aujourd'hui n'y adhèrent pas. En fait, on se contente souvent... En fait, cet usage agrégat est très entre soi. Certains d'entre vous sont peut-être dans des AMAP ou des monnaies locales ou des selles. On est dans l'entre-soi, on se dit qu'on est déjà en train de changer le monde et que si en plus on peut faire un habitat coopératif et que, voilà, on a éteint son portable, on se dit que ça y est, la révolution est déjà en marche. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, 1000 révolutions en marche. Ça veut dire que 1000 révolutions, ça ne fait pas encore la révolution. Voilà, donc là, c'est un sens... alors, j'aurais pu dire fourre-tout, tout le monde voit bien ce que c'est. Voilà, en fait, à partir du moment où vous critiquez la croissance,
En tout cas, une certaine croissance. Parce que c'est dans cette utilisation agrégat qu'on va trouver les plus grandes inconséquences théoriques. C'est-à-dire qu'on va vous trouver des gens qui vont vous critiquer la croissance économique, mais qui d'un autre côté vont venir vous dire que quand même l'amour c'est bien quand c'est en croissance. Il faut, paraît-il, s'aimer plus qu'hier et moins que demain. C'est-à-dire que même quelque chose qui est essentiellement qualitatif et existentiel, d'ordre de l'être, même ça échappe pas à la quantification. C'est là où on voit, ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, que l'emprise de la croissance est terrible, même sur ce qui devrait échapper à la croissance. On dit des choses sur le bonheur, hein, il faut être de plus en plus heureux. Pour ça, il faut un coach pour être heureux. C'est quand même assez effrayant de voir l'emprise de la croissance. Et ça, c'est en général dans ce sens agrégat, et c'est là qu'on va trouver l'idée que la décroissance, c'est pas mal, mais elle doit être sélective. Il faut savoir ce qui doit croître et ce qui doit décroître. Vous voyez, hein, bon, je m'amuse toujours à dire, bon ben, je vais aller au MRAP et je vais leur dire, bah moi je suis pour l'antiracisme sélectif. Donc, je suis antiraciste, mais juste sur un truc, mais pas sur l'autre. Vous voyez, vous êtes anticapitaliste sélectif. Alors, je ne vois pas pourquoi nous, les décroissants, nous devrions être sélectifs. Quand on est décroissant et qu'on prend à la lettre et au sérieux le terme, nous allons être contre toute croissance, même de l'amour et même du bonheur. Défendons pas ça. Alors, ah oui, méchant. Deuxième usage que l'on peut trouver, je l'appelle l'usage académique. C'est un peu plus large que l'usage universitaire. Il n'y a pas que des universitaires. C'est l'usage académique. La décroissance, souvent confondue avec la post-croissance, dans ce cas-là, est un champ d'études universitaires qui va des legal studies à la défense d'une autre économie hétérodoxe. Hier, avec les amis, nous sommes allés écouter des décroissants présenter un livre. Il y avait deux économistes, c'était à savoir qui était le moins, hétérodoxe. Enfin, il fallait surtout pas être orthodoxe, et il fallait même se demander, être économiste hétérodoxe, c'était pas encore assez, il fallait plus du tout être économiste. Bon, ils reçoivent quand même à la fin du mois des revenus des économistes, du droit de l'économie. Donc, qui va donc des legal studies à la défense d'une autre économie hétérodoxe. Les décroissants de ce type se rencontrent dans des colloques, publient des articles dans lesquels ils se citent. Leur degré de politisation est minimal quand ils ne se retranchent pas derrière la fictive neutralité politique du chercheur. Pas de politique. Après, il y a un troisième sens. Encore une fois, ces sens peuvent se chevaucher. Le troisième sens est celui qui nous semble le plus intéressant parce qu'il a le plus grand potentiel politique. C'est le sens que, je ne suis pas très content d'expression, que je vais appeler le sens temporel. Au fond, à ce moment-là, et ça va répondre un peu à la première question, ça consiste à dire que quand on commence à critiquer la croissance, on comprend que on ne veut pas défendre la croissance pour la croissance. Normalement, vous avez déjà entendu parler d'une croissance infinie dans un monde fini et impossible. Donc, grosso modo, cette critique signifie qu'on ne veut pas croître pour croître. Mais on voit bien alors que si on critique on ne veut pas croître pour croître, alors on ne peut pas nous-mêmes être en pur miroir et dire nous voulons décroître pour décroître. Pour le dire un peu plus explicitement, de la même façon qu'il ne faut pas croître vers l'infini et au-delà, il ne s'agit pas de décroître vers le zéro et en deçà. Et donc, on voit bien que la décroissance ne peut pas être, je vais le dire mais encore plus explicitement, même s'il y a des gens qui disent que la décroissance est un projet de société, la décroissance ne peut pas être un projet de société. La décroissance, si elle est une addiction, je ne sais pas comment vous concevez les rapports humains, mais imaginez que quelqu'un va vous voir et vous dit qu'il a une addiction, et vous lui expliquez, bah tiens, j'ai un projet de vie pour toi, tu vas te libérer de ton addiction. Enfin, se libérer d'une addiction, ça ne fait pas un projet de vie, ça fait une désintox, mais ça ne fait pas un projet de vie. Il n'y a pas de quoi réussir sa vie parce que je me suis désintoxiqué. Donc la décroissance, j'ai du mal à penser que c'est un projet de société. Et en même temps, aujourd'hui, nous sommes dans une société que nous rejetons. Donc en jouant un petit peu sur les mots et ce que le français permet, il y a le monde de la croissance que nous rejetons, il y a quelque chose après. Admettons qu'on veut l'appeler post-croissance, qui va être le projet. Mais on voit bien que, à moins de croire que la politique se fait d'un claquement de doigts, peut-être qu'il existe encore des nostalgiques de la révolution immédiate et spontanée, mais normalement, il va bien falloir quelque chose qui va être à l'intermédiaire. Bon, c'est ce qu'on va appeler une trajectoire, une transition, une transformation. Nous, puisqu'on a dit rejet, projet, on appelle ça un trajet. Et nous pensons que c'est le sens le plus politique. Parce que c'est là où les questions les plus politiques se posent. Parce que, en fait, il est facile de critiquer.
Je vais être anti-OGM, je vais être anti-nucléaire, je vais être anti-capitaliste. C'est facile, en fait, d'être anti. Enfin, c'est une posture assez facile. De la même façon, il est assez facile de rêver. Oui, mais comment on passe de la réalité au rêve? Comment on fait que le rêve devienne réalité? Et là, il y a des questions politiques. Parce que là, vous allez le faire avec des gens qui n'ont pas du tout le même rêve que vous. Donc, on sait bien que quand on veut partir d'un monde, on doit le faire à partir du monde. Comment vous faites pour partir d'un monde à partir du monde? Ça, c'est déjà une question politique. Et pas dire, vous n'avez qu'à changer, vous n'avez qu'à avoir une sorte d'illumination, vous allez prendre conscience. C'est plus compliqué que ça. Et là, nous pensons que l'usage temporel de la décroissance comme trajet, pour passer, on va dire maintenant, de l'objection de croissance ou de la croissance à laquelle on objecte, à un projet de post-croissance, il y a là un sens qui nous semble intéressant. La décroissance se définit alors comme le trajet intercalé entre le monde rejeté, celui de la croissance, et le monde projeté, celui de la post-croissance. Il vaudrait mieux que ce trajet ne tarde pas trop pour qu'il dure le moins de temps, et qu'il soit le plus bref possible. Il ne va pas être très agréable quand même. Des trois termes, des trois usages, nous comprenons les trois usages, nous fréquentons les trois usages, nous participons. Je peux participer, comment dire, à la décroissance agrégat, je peux participer à la décroissance colloque, mais nous pensons que fondamentalement, là où il y a le plus potentiel, c'est véritablement quand on essaye de penser la trajectoire, et très concrètement, quand on essaye de penser des trajectoires de décroissance. Sur l'habitat, sur la mobilité, sur l'alimentation, sur la production, sur... voilà. Là, il y a des choses qui sont... Comment on fait pour aller d'un point à un autre? Ça, ce sont des questions, comment dire, politiques. Donc, pour sortir la décroissance de son brouillard, il faut déjà commencer par savoir de quoi on parle quand on parle de la décroissance. De l'agrégat, de l'académie ou du temporel. Nous choisissons, comment dire, l'usage temporel. À partir de cela, voilà, maintenant, une fois qu'on a compris ça, ça va être comme une première étape pour vraiment prendre encore plus au sérieux le terme de décroissance. Précisément en assumant totalement et le préfixe D et le fait qu'il y a un radical derrière qui est croissance. Parce que l'expérience montre que la plupart du temps, quand on discute du mot décroissance, on est capable de passer énormément de temps pour dire que le D c'est pas bien, et on oublie tout simplement que si on avait validé d'emblée que le D c'est pas bien et qu'il est le négatif, bon, moins par plus, moins par moins, c'est-à-dire que la décroissance, je ne vais pas faire des maths, mais bêtas, mais la décroissance ne peut être positive, le D c'est négatif, que si la croissance est négative. Et au fond, il n'est pas très difficile de s'apercevoir que les gens qui veulent nous dire « Ah, j'aime pas que le mot décroissance commence par D », quand même, c'est pas bien. En fait, c'est des gens qui, voyant la négativité du D, si le produit du D négatif, c'est qu'eux, ils continuent à voir dans la croissance quelque chose de positif. Et qu'au fond, ils n'assument pas complètement que la croissance, c'est négatif. Et que le négatif du négatif, ça va peut-être donner du positif. Mathématiques 4e, là, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Mais quand même, il faut s'apercevoir de ça. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a arrêté d'être enfumé, embrouillardé, embrouillé par l'attention focalisée sur le D, on peut dire, bon, au fait, si la décroissance, c'est le D de la croissance, fondamentalement, de quoi la décroissance est le contraire? Qu'est-ce que la croissance? Et quand on critique la croissance, qu'est-ce qu'on critique? Avançons. Traditionnellement, ce que l'on critique, quand on critique la croissance, c'est d'abord la croissance dans son champ économique. C'est-à-dire la croissance comme boussole. Alors, là, c'est des polémiques avec des gens d'attaque, qui disent « Ah, vous vous trompez, etc. La boussole de l'économie, c'est pas la croissance. » Sachant de quoi on parle, est-ce qu'on parle de la microéconomie des entreprises ou de la macroéconomie? Bien sûr que la croissance n'est pas en tant que telle la boussole des entreprises. La croissance est la boussole macroéconomique et fournit des politiques d'emploi. Choisit des façons d'arbitrer, par exemple, des budgets. Ça, oui. Et on sait bien comment aujourd'hui, c'est bon pour la croissance. On voit bien que là, il s'agit là d'une boussole macroéconomique. Alors là, pour aller plus vite, je lis, parce que comme ça, c'est déjà écrit. Donc, premier champ, le champ économique. Le champ de la croissance comme boussole est celui de l'économie. Non pas au niveau des entreprises,
Leur boussole, c'est le profit. Là, on peut rester anticapitaliste primaire. Mais au niveau des politiques macroéconomiques, la croissance sert de justification pour des politiques gouvernementales. Elle oriente des politiques d'emploi, d'investissement. Elle arbitre économiquement des budgets qui touchent à l'écologie, au social. Au moment de faire des arbitrages gouvernementaux, la croissance permet de trancher et leur fournit très facilement, effectivement, une boussole. Si on comprend que le premier champ dans lequel la critique de la croissance doit s'exercer, c'est le champ économique, et cet usage boussole de la croissance, alors il faut oser dire que si la décroissance est le contraire de la croissance, alors cela veut dire explicitement que nous allons prendre, nous, comme boussole, en quelque sorte, le contraire de la croissance. C'est-à-dire que nous allons explicitement, prôner une réduction, une décrue, c'est-à-dire une réduction, si on veut aller vite, de la production de la consommation. Si on prend l'ensemble de la chaîne économique, qui va de l'extraction, production, moment de redistribution, consommation, on a trouvé, au départ des déchets, mais Timothée Paris a trouvé expression. Donc, on a réussi à trouver de tout en des termes mentions. Donc, extraction, production, consommation, extraction. Eh bien, osons dire qu'effectivement, ce qu'il va falloir faire décroître, c'est l'extraction des matières et des énergies. C'est la production, c'est la consommation, c'est les déchets. Et effectivement, dans ce sens-là, la décroissance, c'est une politique économique de décrue de la chaîne, avec au milieu quand même la redistribution qui va jouer différemment, et bon, on en parlera peut-être plus tard. Au premier niveau, il faut partir de ce qui fait consensus, la décroissance et la réduction de la production de la consommation. Suivant les variantes, cette réduction est en dernière instance économique. Alors après, il y a des gens qui vous disent mais la vérité de l'économie, c'est l'énergie, c'est la matière, et la vérité, c'est l'énergie. Je ne rentre pas dans les détails, mais de toute façon, il faudra passer, quelle que soit la grille que vous allez prendre, par une décroissance qui soit mesurée par le PIB, qui sera mesurée par la quantité de matière, ou fondamentalement par l'énergie. Mais on ne pourra pas échapper, effectivement, à une décrue de nos énergies et de nos matières. Mais, donc voilà un premier champ d'exercice de la critique décroissante contre la croissance. La décroissance, c'est tout simplement le trajet de la décrue. Donne une définition, c'est comment on fait pour décroître. L'autre jour, une jeune doctorante me téléphone pour dire qu'elle veut faire un doctorat sur la réduction du temps de travail. Et en fait, ce qu'elle voulait faire, c'était, dans le monde de la post-croissance, combien de temps il faudra travailler? À quoi je lui ai dit, comment vous allez faire pour y aller? Parce que, de toute évidence, les plus âgés ont connu les 35 heures, on a tous bien vu que ce n'était pas forcément très très bien pensé la façon dont on avait organisé la réduction du temps de travail. Donc, ok, la réduction du temps de travail, mais comment on fait concrètement pour passer, on va dire, de, comme aujourd'hui, 37 ou 38 heures en moyenne, comment on fait pour passer à 2 jours? Comment on fait? C'est une trajectoire de décroissance. Il ne suffit pas de dire d'un claquement de doigts, on veut une réduction du temps de travail. Comment on fait concrètement? Comment on organise les unités de production? Comment se prennent les décisions? Comment ça se contrôle? Comment on fait en sorte que les plus faibles ne subissent pas? Bon, là, vous voyez, tout ça, ce sont des questions politiques tout à fait importantes. Sauf que, avançons, est-ce qu'on peut se contenter de critiquer la croissance uniquement dans le champ économique? Eh ben non. Pourquoi? Là, normalement, sur le premier point, sur le champ économique, tout le monde est d'accord. Tous les décroissants sont d'accord, même les gens qui sont venus par la décroissance agrégate ont compris ça. Le deuxième point, c'est quasiment tout le monde, mais pas tout le monde. Sauf que, avançons. Dans une société, quand l'économie devient une économie de croissance, ce qui est notre cas depuis un certain temps, dans une société, quand l'économie devient une économie de croissance, il ne faut pas que nous devenons des sociétés avec des économies de croissance. Là, je reprends une expression de Serge Latouche. Quand l'économie devient de croissance, notre société ne devient pas une société avec une économie de croissance, elle devient une société de croissance. Et à ce moment-là, il faut comprendre que la croissance ne s'exerce pas simplement dans le champ économique, mais qu'elle s'exerce aussi dans le champ social. Ça veut dire qu'elle ne fournit pas simplement une boussole pour macroéconomique, c'est qu'elle fournit tout un ensemble. Alors, un monde, la croissance est son monde, l'aéroport est son monde, on disait à la ZAD. C'est-à-dire, fournit tout un monde. C'est-à-dire un monde, c'est-à-dire des normes, des valeurs, des modes de vie, des imaginaires, des récits,
Et plus récemment, c'est des travaux qui sont faits par des chercheurs à Clermont-Ferrand, Emmanuel Bonnet en particulier, Alexandre Monin, des attachements. Des attachements. Nous sommes attachés au monde. Nous sommes attachés, pour reprendre une expression d'une économiste américaine qui s'appelle Anna Tsing, nous sommes attachés aux ruines du capitalisme. Si vous croyez que d'un claquement de doigts, parce que nous allons faire disparaître le capitalisme... Non, on est attachés. Et le monde, c'est ce monde dans lequel le monde de la croissance, c'est pas simplement la boussole économique. C'est aussi tout un ensemble de modes de vie. C'est une façon, par exemple, de trouver la technique commode. Commode, pas pratique, commode. Ça facilite ma vie. Je veux faire cuire quelque chose, ça prend 20 minutes. Tiens, tu peux lancer le portable pour faire le compte minute de 20 minutes. C'est-à-dire que le portable sert aussi, le compte minute, il fait aussi la photo. Enfin, c'est commode. C'est commode. Donc, ça, c'est un point, comment dire, tout à fait important. Un deuxième niveau, la décroissance est le refus du monde ou de la société de la croissance. Il s'agit là d'une première extension de la notion de croissance. La croissance n'est pas simplement une boussole, c'est un monde. Et ce monde est rempli par des valeurs, des normes, des injonctions, des attentes, des modes de vie, des attachements, des récits. Nous appuyons beaucoup sur la lecture d'un certain nombre d'auteurs contemporains pour penser cette extension. Pour nous, il y a 3 auteurs fondamentaux qui sont Hartmut Rosa, qui est un sociologue allemand qui réfléchit, qui a été célèbre pour tous ses travaux récents, même si, sur l'accélération, et après un grand livre qui s'appelle Résonance, qui est un livre formidable à lire, effectivement. Le second auteur que nous aimons beaucoup, c'est Marc Hunyadi, qui est un Belge qui enseigne en Suisse, qui a écrit un livre qui est très très bien, qui s'appelle La tyrannie des modes de vie, et qui montre comment, dans le monde de la croissance, la tyrannie des modes de vie ne s'exerce pas du tout par la répétition, mais par l'incitation, par l'attente. C'est tout un instant. Moi, je n'ai pas de portable. Je vis sans portable. Mais quand je suis ici à Paris, si je ne demande pas le portable à quelqu'un autour de moi pour téléphoner à la maison pour dire à ma compagne « tout va bien », le lendemain matin, j'ai oublié hier soir, je me suis fait engueuler ce matin. C'est-à-dire qu'il y a une attente que... Vous voyez, et ça, c'est une tyrannie. Ça, c'est une tyrannie. Je ne peux pas y échapper. Je n'ai pas... J'ai beau dire que je ne suis pas dans le portable, j'appartiens au monde du portable. J'appartiens au monde de la voiture. J'appartiens à tout ce monde-là. Et de ce point de vue-là, la croissance étend son emprise bien au-delà de la seule sphère économique. Elle étend son emprise de façon, sociale. Et à ce moment-là, avançons, la décroissance est alors le trajet qui va nous permettre, est-ce possible? En tout cas, voilà le défi de sortir de ce monde de la croissance. C'est ce que, et vous connaissez peut-être l'expression, Serge Latouche appelle, il va falloir décoloniser nos imaginaires. Nos imaginaires sont colonisés. Nos imaginaires sont colonisés. Voilà. Avançons. Et là, on a ce que je dirais une première extension de la critique de la croissance. On ne peut pas se contenter de faire une critique économique si on ne porte pas une critique, sociale de la croissance. Alors, il y aurait énormément à dire, mais comme c'est une conférence de présentation en quelque sorte, ça commence à devenir un champ d'étude sur la critique sociale de la croissance. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement une critique écologique de la croissance. On commence à voir apparaître des textes sur la critique sociale de la croissance. C'est-à-dire la croissance, c'est avant tout des dégâts sociaux. Le premier à s'en être aperçu, c'est 2 jours après la conférence que j'ai évoquée tout à l'heure avec Mensholt, Edgar Morin et André Gorz. On est en 1972, le ministre de l'économie de l'époque est invité à une émission sur, ça s'appelle La Première, je ne sais pas comment ça s'appelle à cette époque-là, animée par Étienne Moujotte. Et donc, il y a une émission, là, le ministre, de l'économie, c'est la question porte sur la croissance. Et donc, Étienne Moujotte se tourne vers le ministre de l'économie de l'époque pour lui dire, je sais bien, excusez-moi, je sais bien évidemment que vous n'êtes pas un partisan, de ces ennemis, vous n'êtes pas ces ennemis de la croissance, mais est-ce que vous pourriez quand même présenter ce que sont ces gens qui critiquent la croissance? Alors, je pense que, est-ce que vous voyez historiquement qui était le ministre de l'époque? C'est le futur président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui essayait, ça on aurait pu aussi le passer comme pause, fait en 72 la présentation synthétique
en 2 minutes, la plus brillante que je connaisse de ce que peut être la décroissance. Il ne dit pas un mot de la critique écologique, de la critique économique. Il dit juste la croissance provoque un énervement généralisé qui est en train de saper nos sociétés. Et finalement, quant à moi, je ne vais pas imiter, je ne suis pas l'un de ses partisans. Et Étienne Moujon dit, nous avons compris que vous êtes fait l'avocat du diable. Bon, ça vaut vraiment le coup de regarder la séquence, parce que la présentation par le Vatican d'Estaing, même faite par un adversaire, est brillante. Et parce que lui, précisément, il ne voit dans la décroissance que la critique sociale. Alors que pourtant, il est invité, c'est 2 jours après le débat sur le rapport du Club de Rome. Donc, eh bien, il ne voit pas du tout les difficultés écologiques. Il met vraiment en avant le fait que la vie sous la croissance n'a plus de sens. Et ça nous semble vraiment quelque chose de tout fait important. Donc si on met ensemble tout ça, l'usage temporel et la critique économique et l'extension au champ social, ça donne qu'au fond, la décroissance est le trajet de la décroissance économique et de la sortie de la société du monde de croissance. Juste pour être un tout petit peu positif, parce que le trajet de la sortie, le trajet du refus, ça fait un peu négatif, on peut essayer de se demander avec quel principe, mais là je vais me faire que l'évoquer, avec quel principe on pourrait organiser cette décrue économique et avec quel principe on pourrait organiser cette décolonisation de l'imaginaire. Nous, en tout cas, à la Maison commune de la décroissance, nous pensons que pour la décrue économique, nous pourrions prendre comme boussole, en quelque sorte, pourrait être ce que l'on appelle l'espace écologique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'espace écologique. C'est un concept inventé par les Amis de la Terre. Les Amis de la Terre, c'est René Dumont, 1974, élection présidentielle, et puis c'est aujourd'hui une des grosses ONG assez intéressantes qui fait des choses. Et les Amis de la Terre ont inventé un concept, ils disent eux-mêmes, c'est un concept qui est plancher-plafond. C'est-à-dire, plancher-plafond, c'est-à-dire que quand il y a une mesure, il faut qu'elle soit au-dessus d'un plancher et qu'elle ne dépasse pas un plafond. Je vous prends un exemple simple, par exemple pour les revenus, une société n'est pas juste si les gens vivent sous le plancher de la misère. Mais quand on est aux Amis de la Terre et quand on est décroissant, eh bien, il n'est pas juste non plus que certains soient riches au point d'avoir des revenus au-delà d'un plafond. Et au contraire, il ne peut y avoir de vie sociale que si on est au-dessus du plancher de la misère et en dessous du plafond de la richesse. On peut d'ailleurs remarquer que sous le plancher et au-delà du plafond, c'est de l'exclusion. Dans un cas subi, dans l'autre, volontaire, on l'appelle sécession. Il y a un livre qui s'appelle La sécession des riches, c'est de la sécession. Et dans les 2 cas, il y a, quand vous êtes sous le plancher de la misère, vous êtes dans le hors du commun subi. Quand vous êtes au-delà du plafond, vous êtes dans le hors du commun choisi. Nous ne voulons ni de l'un ni de l'autre. Et on voit bien que si, au-delà, en deçà, on est dans l'ordre du commun, il est assez facile, presque graphiquement, de comprendre que le commun se situe entre le plancher et le plafond. Et que donc, par exemple, on peut, comme mesure de justice sociale, prôner un revenu minimal, un revenu maximal. On peut même dire que, comme on sait que les revenus deviennent vite des patrimoines, en réalité, ce qu'il faut prôner, c'est un plancher patrimonial, un plafond patrimonial. En deçà, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Voilà, ça suffit. Assez de chômage. Au-delà, là aussi, assez, mais dans l'autre sens, vous en avez trop, on va tout vous prendre. Et on voit assez facilement comme cela, il me semble que prendre la boussole du suffisant, ça suffit. Il faut que vous ayez suffisamment, on peut avoir plancher plafond. Voilà un petit peu de boussole. Pour le faire très très vite, pour le trajet sorti du monde de la croissance, alors, mais là je vais me contenter de l'évoquer, nous à la MCD, nous faisons une distinction très très importante entre la vie en société et la vie sociale. La vie en société, c'est juste le fait que des individus vivent les uns à côté des autres. Il existe quelqu'un qui n'est pas forcément bonne presse, qui s'appelle Marcel Gaucher, mais qui a quand même une assez bonne formule. Nous sommes la première société composée d'individus qui ignorent qu'ils vivent en société. Assez bien vu comme formule.
Dans ces cas-là, il ne faut pas nier qu'il y a une vie en société, avec des gens qui sont dans leurs bulles, dans leurs atomes, dans leurs monades, mais ça ne fait pas une vie sociale. Ça ne fait pas une vie sociale. La distinction entre vie en société et vie sociale, et là aussi, peut être une boussole pour décoloniser son imaginaire. Voilà. Arrivé à ce point-là, qui est le premier point, nous espérons avoir poussé suffisamment la critique pour se dire que la critique n'est pas suffisante et qu'il va falloir s'opposer. C'est-à-dire essayer de comprendre la différence entre une simple critique économique, sociale, et le besoin d'une opposition politique. Donc sur la décroissance et l'opposition politique à la croissance. À partir du moment où on veut réorienter, c'est-à-dire on veut pas, si on veut prendre véritablement à la lettre et prendre au sérieux le terme de décroissance, et aller jusqu'à dire effectivement que la décroissance n'est pas simplement la critique économique ou la critique sociale, mais c'est ce que je vais essayer de dire maintenant, l'opposition politique, à ce moment-là, on s'aperçoit que cela signifie tout simplement que l'on voudrait que la décroissance apparaisse dans le débat public. Quand on apparaît dans le débat public, ça suppose deux choses. Ça suppose d'abord, mais là peut-être que je suis naïf, d'être capable de faire des analyses, des explications et des propositions. Faire des propositions. Normalement, quand on apparaît dans le débat public, il faut faire des propositions politiques. Et dans un deuxième temps, il ne suffit pas de faire des propositions politiques. Normalement, il faut être capable de les argumenter. Autrement dit, l'intervention dans le débat public suppose la capacité à proposer des argumentaires et à proposer des arguments pour essayer de convaincre, pour essayer de faire changer d'avis. C'est au fond peut-être ça la politique. C'est pas simplement échanger, c'est essayer de faire changer d'avis. C'est là où il faut s'apercevoir que dans les deux champs que j'ai pour le moment caricaturalement définis, le champ économique et le champ social, la critique décroissante doit choisir un type d'argumentaire particulier. Un type d'argumentaire particulier. Moi, je le dis de façon un peu compliquée. À chaque champ, son registre d'argumentation. Alors, quel est le registre d'argumentation du champ économique? C'est-à-dire que quand on fait une critique économique, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut être une critique économique ou plus fondamentalement physique ou matérielle ou énergétique, mais fondamentalement, comment est-ce que l'on espère convaincre quelqu'un à ce moment-là? C'est fondamentalement, je le mets ici dans la deuxième question, en s'appuyant sur des données, en s'appuyant sur des faits, en s'appuyant sur des rapports scientifiques. Les rapports du GIEC, les rapports de l'IPBES pour la biodiversité, tout un ensemble d'associations qui fournissent, et on a tous un ensemble de connaissances. Quand j'entends Macron, président Macron, pas ces vœux-là, mais au précédent veut dire, je ne sais plus quelle était la formule exacte, que ce qui s'était passé pendant l'été, la sécheresse, c'était quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Qui aurait pu prédire, etc. Là, pour ceux qui ont subi les vœux, on peut qu'écouter en se disant, mais il se moque de nous ou il est sincère? Alors moi, je pense qu'il est sincère, et que sa croyance dans la croissance l'interdit en réalité. Bon, je ne vois pas pourquoi. Mais qui aurait dû prédire? Eh bien, Emmanuel, moi je fais des fois l'expérience, acheter n'importe quel programme télévisé sur une semaine, regardez les chaînes de la TNT, même contentez-vous de la 2, la 3, la 5, la 7, toutes les semaines, il y a au moins 10 documentaires, 10 reportages qui vous informent et qui vous donnent des faits et des données. Qui peut dire qu'il n'est pas au courant? Qui peut dire qu'il n'est pas au courant? C'est absolument impossible. Nous savons tous. Nous pouvons... Et donc, le registre argumentatif de la critique décroissante dans le champ économique repose, effectivement, nous on a des faits, on a des indicateurs, on a des contre-indicateurs, on a les fameuses limites planétaires, on a ce que j'évoquais tout à l'heure, on a l'empreinte écologique, le jour du dépassement, ça c'est très compréhensible, c'est très intuitif, c'est très spontané. Bon, qui peut dire qu'il n'a pas entendu parler du jour du dépassement? Qui n'a pas entendu parler de ça? C'est-à-dire, qui n'a pas entendu avec la phrase, quel que soit le journaliste à la télé ou à la radio, dire à partir d'aujourd'hui, nous vivons à crédit. C'est-à-dire que tout le monde a déjà entendu cette phrase-là. Ou alors, dans quel monde faut-il vivre pour ne l'avoir jamais entendu? Donc, on a quand même... Vous voyez, le problème, c'est que le registre argumentatif de la critique décroissante dans le champ énergétique,
s'il repose sur des faits et des données, nous les connaissons, avançons. Dans l'autre champ, le registre, comment dire, social au sens très large, au sens de cet espace, ce monde qui est où nos imaginaires sont colonisés. Comment se fait le champ argumentatif? Quel est le registre argumentatif dans ce champ-là? En fait, ça se fait toujours avec des valeurs. Alors pourquoi ça se fait toujours avec des valeurs? Pour une raison assez... Bon, je ne vais pas trop compliquer les choses, mais il faut quand même s'apercevoir que le premier registre argumentatif du champ économique, pourquoi il n'est pas convaincant? Pour une raison assez simple. C'est que les faits ne parlent jamais d'eux-mêmes. Un fait, comme son nom l'indique, je vais faire de l'épistémologie, mais un fait doit être fait. Un fait est toujours une construction. C'est-à-dire, je vais le dire comme cela, moi, si les indicateurs, le jour du dépassement, si ce jour du dépassement me révolte, c'est pour cette raison que je suis décroissant. Pour le dire autrement, je ne suis pas décroissant parce qu'un jour j'ai entendu l'indicateur du jour de dépassement. C'est exactement l'inverse. En fait, nous voyons toujours les faits au travers d'une vision du monde, d'une grille. Nous voyons, en fait, c'est pour ça, alors le mot valeur, ça n'a pas forcément un sens moral, ça signifie des normes. Mais nous voyons les faits, c'était Nietzsche, je crois qu'il disait ça, il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations. Les faits, en réalité, sont toujours des interprétations à partir de nos valeurs. Donc, croire naïvement qu'un fait est neutre et qu'il peut arriver à neutraliser les valeurs, c'est faux. Un fait est toujours vu à travers les valeurs. Et c'est pourquoi, si vous vous êtes déjà lancé dans des discussions sur les faits, très vite vous êtes aperçu que la discussion elle tourne sur les valeurs. Alors, le mot valeur est pris dans un sens très large. À ce moment-là, quand on veut critiquer, là je vais le dire vite, à ce moment-là, on dit, mais alors quelles sont les valeurs matricielles, principales, du monde de la croissance? C'est là où un auteur comme Armand Trozan me semble assez intéressant. Il dit, ce qui caractérise le monde de la croissance, c'est qu'il ne peut trouver une stabilisation que dans le dynamisme. C'est-à-dire qu'il ne peut trouver un équilibre que par une course en avant perpétuelle. C'est ce qu'il appelle le processus de stabilisation dynamique. Ce n'est pas un oxymore, c'est exactement, on peut faire du vélo qu'en pédalant, sinon on tombe. Et pour lui, les trois moteurs de la stabilisation dynamique, c'est la croissance économique, l'innovation technologique et l'accélération sociale. C'est-à-dire qu'il faut toujours du nouveau, toujours plus nouveau. Si c'est nouveau, c'est mieux. Toujours plus. Si c'est plus, c'est mieux que moins. Et puis, pour le troisième, je ne sais plus quel était le troisième, le nouveau, j'ai dit, l'accélération, ouais, de plus en plus vite, etc. Lors des vœux, ou lors d'une passation, je ne sais plus quel ministre a dit on va accélérer la transition écologique. Ok, très bien, accélérer la transition écologique. Bon, tout est dit. À partir de ce moment-là, on s'aperçoit que comment nous allons contre-argumenter? Nous allons prendre le contre-pied, c'est-à-dire que nous allons défendre, par exemple, le moins plutôt que le plus. Nous allons défendre l'ancien plutôt que le nouveau. Nous allons défendre le lent, le repos, plutôt que le vite. Question. Admettons que vous soyez lancé dans une discussion et que vous avez commencé par les faits, puis vous êtes aperçu que les faits sont toujours vus à travers les filtres de vos normes, de vos valeurs, et que la discussion a réussi. Vous n'êtes pas fâché, tant mieux, ça a continué, et vous êtes arrivé à, la question du... vous défendez, vous, le lent, le vieux, et, le moins. Est-ce que vous avez déjà réussi à convaincre quelqu'un? Non. La plupart du temps, ça donne un dialogue de sourds. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire que je crois qu'il faut en toute honnêteté se rendre compte que même quand on étend la critique décroissante et qu'on ne la réduit pas au champ économique et qu'on l'étend au champ social, alors on s'aperçoit que les registres d'argumentation, par les faits et les données pour le champ économique, énergétique, tout ce que vous voulez, et par les valeurs, les normes, vous l'appelez comme vous voulez, pour le champ social, malheureusement, vos arguments de fond tombent à l'eau. Bon,
frère m'a mis sur... je cherchais une expression depuis longtemps, c'est mon frère qui me l'a fait trouver. Dans Le Canard enchaîné, la rubrique qui est consacrée à l'écologie, pendant des années, le type faisait son petit laïus, avec des arguments pour dire qu'il fallait que ça change, et il finissait systématiquement par « éplouf ». Et maintenant, il finit plus par « éplouf », mais l'article s'appelle « plouf ». Alors, comment interpréter le plouf, le constat du plouf? On peut l'interpréter pour dire que notre société, c'est le canard, il est en train de plonger dans la mare, plouf. Mais moi, fondamentalement, je préfère l'interpréter comme quand nous nous contentons d'arguments de fond, basés sur des données, ou que nous osons aller sur le terrain des normes et des valeurs. Nos arguments font plouf. Plouf. Et je peux vous dire, pour avoir fait quand même un certain nombre d'interventions, le sentiment de la ploufitude, je le connais. Plouf. C'est-à-dire que, oh, la personne dit, oh, c'était intéressant, etc. Plouf. Et plouf. Ça ne sert à rien. C'est, bon, la fameuse phrase, en dictature, ferme ta gueule, en démocratie, cause toujours. C'est-à-dire, tu peux le dire, on peut le dire. Et plouf. Vous donnez, encore une fois, tout le monde connaît les chiffres. Tout le monde a entendu les indicateurs. Tout le monde, j'espère, s'aperçoit que l'entraide, c'est mieux que je te pète la gueule. Eh ben non, et plouf. Le monde continue, néanmoins, à être entre... C'est donc que la croissance ne se réduit pas, son emprise ne se réduit pas. Cela prouve que l'emprise de la croissance ne se réduit pas à son champ économique et à son champ social, et que si la décroissance réduit sa critique à une critique du champ économique et du champ social, fût-ce en défendant une décrue de la production-consommation, fût-ce en préconisant une décolonisation de l'imaginaire, si on veut échapper au plouf, eh ben, il faut étendre davantage notre critique. D'où l'hypothèse qu'il existe un troisième champ d'exercice de l'hégémonie de la croissance, qui est précisément le champ politique. Et à ce moment-là, il va falloir se poser la question, et quel est son registre d'argumentation? Là, si je peux le dire en même temps, ce registre d'argumentation, je vais l'appeler l'horizontalisme. Là, ce que nous allons voir, c'est que ce régime d'argumentation horizontaliste, ses principaux défenseurs aujourd'hui sont les décroissants. C'est donc les décroissants eux-mêmes défendent le registre argumentatif de ce dont ils devraient s'échapper. C'est là véritablement ce qui peut expliquer pourquoi nos arguments font plouf. D'où ma troisième partie, le régime de croissance. 4 questions au départ, et puis après, essayer d'expliquer ce qu'est ce régime. Je vais essayer de montrer que la croissance est un régime politique, que ce régime politique fonctionne sur une forme qui est l'horizontalisme, que la croissance n'est pas une valeur, mais qu'elle est une forme, c'est-à-dire en réalité une forme horizontaliste, je le dis autrement, c'est une forme neutraliste, qui valorise la neutralité et qui fondamentalement a pour objectif de neutraliser toute objection, le plouf. C'est-à-dire que le plouf est en réalité l'intention du régime. Et que ce n'est pas par hasard que nos arguments et nos faits, on a raison, on a des raisons scientifiques, on a des raisons morales, on est donc à la fois rationnel et raisonnable. Et pourtant nos raisons ne nous donnent pas raison. Pourquoi nos raisons merveilleuses, dans le champ aussi bien scientifique que normatif, pourquoi ça fait plouf? Si nous ne comprenons pas qu'il y a là un verrou, et si nous ne sommes pas capables de faire sauter le verrou, nous pourrons avoir tous les arguments que l'on veut, scientifiques ou normatifs, positifs ou normatifs, eh bien, nous n'arriverons pas à engager l'opposition politique à la croissance. Nous n'y arriverons pas. C'est pas possible. Et à ce moment-là, on ouvre les portes aux gens qui disent bah, c'est la catastrophe. Vous avez des gens qui discutent pour savoir si on est déjà en catastrophe ou si on y sera. Enfin, comme si, bon, ces gens-là, en général, ont bien mangé, ils sont en costard, ils vivent super bien. C'est-à-dire que quand ils disent que la catastrophe est là, on se demande bien qu'est-ce qu'ils peuvent y connaître. Mais ils la connaissent en observateur. Ça s'appelle les collapsologues. Moi, je vous pose 4 questions au départ. Pourquoi l'extension? Donc moi, je vais essayer d'étendre la critique au champ politique. Pourquoi l'extension de la critique de la croissance, qui a commencé par l'économie et la société, semble insuffisante
pour s'opposer politiquement à la croissance? Pourquoi il ne suffit pas, pour s'opposer à la croissance, de s'y opposer économiquement et socialement? Pourquoi? Deuxième question. Par rapport à la première question, quelle est la force de la croissance? Quelle est la force politique de la croissance? En quoi la croissance est-elle un régime politique? Ou pour le dire autrement, quel est le problème politique que la croissance économique vient résoudre? La croissance économique vient résoudre un problème politique. Lequel? Si on ne comprend pas que la croissance économique est en réalité une résolution politique, on ne comprend. Et si on ne va jamais sur le champ politique, et malheureusement, il y a énormément d'exposants qui disent on ne fait pas de politique. Ça ne va pas être facile. Troisième question. Pourquoi la croissance peut se permettre les récupérations les plus, alors je les appelle oxymoresques, ça n'existe pas, mais vous savez ce qu'on appelle la politique de l'oxymore. Il y a un livre de Bertrand Meillot là-dessus. C'est-à-dire, vous savez, ces expressions merveilleuses, ce qu'on appelle, comment dire, une expression oxymoresque, c'est le développement durable, la croissance verte. Question, pourquoi le régime politique de la croissance peut se permettre à ce point-là d'utiliser ces expressions sans que ça ne pousse personne à la révolte, mais qu'au contraire ça séduise? Comment se fait-il que les expressions les plus contradictoires ne poussent pas à la révolte, mais au contraire, certains... Moi, il m'arrive, j'étais invité un jour par l'association des vignerons engagés. J'étais le grand témoin pour décroissance ou croissance verte. Quand au bout de 5 minutes, j'ai parlé, je disais, la croissance verte c'est une impasse, donc la seule voie possible c'est la décroissance. Après coup, le directeur dit, on était très surpris parce qu'on ne pensait pas du tout que vous alliez dire ça, on pensait que vous alliez défendre la croissance verte. Et le développement durable. Non. Non. Donc la question est, pourquoi ces expressions contradictoires ne suscitent pas la révolte et l'indignation, ils se foutent de ma gueule, mais au contraire, sont séduisantes? D'où vient ce pouvoir de séduction? Et puis, dernière question, que peut-on faire, peut-on espérer si on découvre que la plupart des critiques des croissances nourrissent elles-mêmes du régime politique qu'elles prétendent critiquer? C'est-à-dire, que peut-on espérer si on s'aperçoit qu'au sein même des critiques les plus virulentes de la croissance, même au sens politique, ce qui se pratique, c'est l'horizontalisme, qui est en réalité le véritable cheval de Troie politique du régime de croissance. C'est nous-mêmes, nous sommes déjà des partisans, du régime de croissance. Donc voilà des questions préalables. Alors, qu'est-ce que j'appelle le régime politique de croissance? Avant même encore, j'ai une chose. Ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que le régime de croissance a historiquement précédé l'apparition de la croissance économique. C'est-à-dire que, alors il y a des livres savants là-dessus, il y a quelqu'un qui s'appelle Matthias Schmelzer qui a écrit un livre très 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 savant pour montrer que la croissance comme boussole économique, macroéconomique, c'est grosso modo la première fois que ça apparaît, vous le savez peut-être, la notion, alors à l'époque ça ne s'appelle pas le PIB, c'est le PNB, mais c'est quasiment la même chose, enfin c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est bon, on va dire c'est presque la même chose. C'est après la crise de 29, parce que soudain on s'aperçoit qu'on n'a pas d'indicateur pour mesurer ce qui ne va pas. On voit bien qu'il y a une crise, mais on n'a pas d'indicateur économique. Donc, des gens fournissent des indicateurs. Ces indicateurs, dans les années 30, ils n'ont pas beaucoup d'influence, mais sitôt la Seconde Guerre mondiale terminée, quand il va y avoir la course géopolitique entre les blocs de l'OCDE et le bloc de l'Est, alors à ce moment-là, c'est une course à la croissance. Ne croyons surtout pas que la course à la croissance est la course des pays occidentaux. C'est une course, en réalité, bloc à bloc. C'est une course géopolitique. Qui va gagner la conquête spatiale, qui va avoir le plus d'acier, qui va... etc. Avec des... Bon. Ça, c'est donc, vous voyez, en quelque sorte, c'est 1930. Et puis, réellement, c'est effectif avec les 30 Glorieuses à partir de la Seconde Guerre mondiale. Mais le régime de croissance, il est installé bien avant. C'est tout à fait important de se rendre compte de cette précédence historique du régime de croissance sur la croissance économique, parce que si vous réduisez votre critique décroissante à la critique économique, vous risquez, c'est-à-dire que vous vous contentez de dire la décroissance c'est juste un décrue économique,
il faut baisser le niveau de vie, etc., il faut baisser moins de matière, moins d'énergie, etc., eh bien, vous risquez d'avoir quoi? Un monde dans lequel, effectivement, on va moins extraire, moins produire, moins consommer, moins déchetter, pas, mais il n'empêche que si on continue à avoir le régime de croissance, qu'est-ce que nous aurons à ce moment-là? Peut-être certains d'entre vous connaissent une phrase d'Hannah Arendt qui disait nous sommes aujourd'hui une société qui est basée encore sur la valeur, travail, sauf qu'il n'y a plus de travail. Nous sommes une société de travailleurs sans travail. Elle conclut de cette phrase assez célèbre, on ne peut rien imaginer de pire. Bien. Si aujourd'hui on avait une décrue économique, voire même une sortie, une décolonisation de nos imaginaires, mais que l'on continue à rester sous l'emprise du régime de croissance, nous aurions un régime de croissance sans croissance. On ne peut rien imaginer de pire. On ne peut rien imaginer de pire. C'est pourquoi il est important de voir que le régime de croissance a précédé historiquement. Alors, moi je ne suis pas historien. Il y a des tas de bouquins. Il y a des tas de bouquins, il y a des tas d'études. Il s'est passé quelque chose au tournant des 16e, 17e, 18e. Il s'est passé quelque chose. Et il s'est passé quelque chose d'idéologique et de politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, vous avez, suivant vos formations des uns et des autres, je ne les connais pas, mais assez facilement, de quoi nourrir cela. On peut quand même remarquer que au XVIIe siècle, on voit apparaître pour la première fois des lettres et des traités sur la tolérance. Bayle, Locke, John Locke, etc. Qui consistent à dire, plus ou moins, il faudrait que la religion devienne une affaire privée. C'est-à-dire qu'il faudrait que cette institution, qui jusqu'à aujourd'hui a l'emprise sur le sens de nos vies privées, de nos vies particulières, il faudrait que ces institutions reculent dans le domaine privé. La tolérance consiste non pas à abolir la religion, mais à dire que la religion n'est plus une affaire publique, elle ne doit plus intervenir dans l'espace public, elle doit se retirer dans l'espace privé. Au fond, la religion doit devenir non plus une affaire institutionnelle, mais une affaire privée. Et vous avez quelqu'un comme Michéa, il n'est plus très à la mode aujourd'hui, il a des fréquentations bizarres des fois, mais il n'empêche que Michéa, par exemple, explique que cela peut apparaître parce que les guerres de religion, les guerres civiles de religion ont exaspéré les populations et et fondamentalement, la religion est vécue comme ce qui cause la guerre civile. Si donc on veut la paix, et ça fondamentalement, on peut le montrer historiquement avec la montée de la bourgeoisie, la bourgeoisie, elle n'a pas sa place dans le régime, dans l'ancien régime, en quelque sorte. La bourgeoisie, elle n'a pas sa place. Parce que dans l'ancien régime, soit vous travaillez et vous êtes pauvre, pour le dire de façon très caricaturale, vous êtes dans le tiers-état, soit vous ne travaillez pas, vous êtes soit dans le clergé, soit dans la noblesse, mais vous êtes riche. Les bourgeois, c'est des emmerdeurs dans ce schéma tripartite, trifonctionnel. Oui, parce que les bourgeois, ils sont riches et ils travaillent. Tout le monde, je ne sais pas si tout le monde, certains connaissent le livre de Max Weber pour montrer que c'est précisément ça, l'éthique protestante, pour dire, quand même, quand on travaille, la richesse, c'est normal. Et Max Weber est aussi le sociologue, non seulement de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, mais celui qui a inventé l'expression de désenchantement du monde. Alors, qu'est-ce que c'est le désenchantement du monde? C'est le monde dans lequel, précisément, le sens de ma vie n'est plus fourni par une institution descendante, qui était l'Église. Mais le désenchantement du monde, au fond, c'est à chacun d'être le gouverneur, l'autorité, d'avoir la souveraineté de sa propre vie. Au fond, c'est à chacun de construire. Et on voit bien comment apparaît là un nouveau concept, qui est le concept de liberté individuelle. Ce que là aussi, je veux bien citer quelques auteurs comme ça, on a que l'embarras du choix, quelqu'un comme Benjamin Constant, par exemple, va faire une distinction qui est assez célèbre entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. La liberté des anciens, la liberté d'un grec, par exemple, c'est la liberté d'appartenir à une cité, une police qui est libre et qui n'est pas sous un tyran. La liberté d'un moderne, c'est la liberté de construire sa vie comme il s'entend, comme il l'entend. C'est à ce moment-là qu'apparaît le concept libéral de liberté. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Fondamentalement, cette formule, vous la trouvez quasiment mot à mot dans un chapitre de John Locke qui s'appelle « De la propriété », dans lequel on ne sait pas s'il parle de ce que je suis en propre moi, c'est-à-dire quelqu'un de bavard et exubérant quand il parle, ou si la propriété dont on parle, c'est ma propriété à moi.
ou si c'est la propriété, le champ que je possède. Parce que fondamentalement, ce qui s'arrête là où commence celui d'autre, c'est mon champ. Mon champ s'arrête là où commence le champ du voisin. Et on voit bien que là, on a une conception propriétariste de la liberté, qui correspond à une conception individuelle de la liberté. Et là, on a une conception, ce que Benjamin Constant appelle la liberté des modernes. Marcel Gauchet, que j'évoquais tout à l'heure, va parler le monde de la sortie de la religion. C'est-à-dire, fondamentalement, un monde dans lequel il n'y a plus d'institutions descendantes, condescendantes, pour nous dicter. Chacun doit être libre de faire ce qui lui plaît. Dans le régime de... Alors, c'est une citation d'un ami très proche, qui est un sociologue italien, qui s'appelle Onofrio Romano, qui est vraiment quelqu'un qui est un vrai provocateur passionnant. Dans le régime de croissance est installé un pouvoir, alors il dit athéologique, c'est-à-dire où il n'y a pas de télos, il n'y a pas de but qui nous est fourni, est installé un pouvoir athéologique public qui ne se mêle jamais de la question de savoir ce qu'est une vie bonne. Parce que la vie sociale doit être considérée comme le résultat non intentionnel de l'interaction des différents acteurs. C'est-à-dire qu'au fond, alors, moi j'appelle, nous, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la vie en société. C'est-à-dire que dans ces cas-là, la vie en société, c'est juste la résultante des interactions des gens qui rentrent en compétition. Mais ce n'est pas ça, forcément, la vraie vie sociale. La vie sociale doit être considérée comme le résultat non intentionnel de l'interaction des différents acteurs. Ils sont souverains dans l'élaboration et la réalisation de leur propre portion de vie. Il y a quelques années, à la télévision française, Evelyne Thomas faisait une émission typiquement « C'est mon choix ». C'est mon choix. Ah ben c'est mon choix. Pourquoi? Parce que c'est mon choix. T'as pas à me dire ce que je dois faire. C'est mon choix. C'est comme ça. C'est mon goût. Des goûts, des couleurs, on ne discute pas. Faites la discussion. Pas beaucoup de politique s'il n'y a pas de discussion. Le monde du goût et des couleurs, c'est le monde de l'apolitisme. Il faut tout pour faire un monde. La seule fonction de la politique dans ce cas-là est de préserver ou même de cultiver la vie biologique des citoyens, ainsi que la régulation administrative de leur libre circulation. La croissance n'est donc rien d'autre que le résultat de la traduction du principe moderne de la neutralité institutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors, de le dire de façon un peu plus compliquée, là où c'était le couple sacré-profane qui structurait la vie, dans un rapport individu-société, on est passé à un couple public-privé. C'est-à-dire que c'est le privé qui est le lieu du sacré. Ça va de ta conviction religieuse est privée à « Ah ben moi, le pastis à 19h, c'est sacré. » C'est sacré. Le sacré n'est plus une affaire publique. Dans le régime de croissance, il n'y a plus de sacré. Quand on réfléchit à ce qu'est le sacré, qu'est-ce que c'est que le sacré? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit « Ah non, ça c'est sacré ». Ça peut être un lieu, ça peut être une personne, ça peut être un objet. Au moment de la mort de nos parents, à mon âge, on sait ce que c'est. On découvre qu'il y a des objets sacrés. C'est-à-dire qu'on découvre qu'il y a des objets qui ont plus de valeur que d'autres. Quand on vide la maison, où vivaient nos parents, on ne jette pas tout. On garde des objets. Des objets ont une valeur. Ces objets ont plus de valeur que les autres. C'est-à-dire, ça veut dire quoi qu'ils ont plus de valeur que les autres? Ça veut dire que tous les objets ne sont pas équivalents. Dans le régime de croissance, ce régime horizontaliste, où pas une tête ne doit dépasser, où tout doit être équivalent, tout le monde comprend que le régime de croissance, c'est le régime dans lequel il y a un équivalent généralisé qui s'appelle l'argent. Avec l'argent, tout peut être équivalent. Les choses n'ont plus alors de valeur, elles ont un prix. Des émissions là-dessus, le juste prix. Il y a des années, mais franchement, le prix est juste, il faut le faire. Bon, j'ai dit prix. Bon, c'est bien que la FNSEA demande d'être payé au juste prix. Mais ça demande des interrogations. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au tournant de 17e, 18e, et puis au 19e s'est installé un nouveau monde, alors qu'on peut appeler bourgeois, qu'on peut appeler libéral. C'est un monde dans lequel les institutions dominantes, qui ne sont plus l'Église, qui sont l'État, le marché, moi je rajoute les banques. Ces institutions, en gros, prétendent être indifférentes à nos valeurs.
c'est la neutralité du PIB, c'est photo pour faire un monde. Cette neutralité, elle signifie quoi? Il n'y a plus que du nouveau, du self-made man, du selfie, aujourd'hui. Comment il disait? Il y a Startup Nation. C'est-à-dire, c'est fondamentalement, et on le voit déjà, c'est le révolutionnaire, l'an 0, l'an 1. On repart de zéro, comme s'il n'y avait pas des choses à hériter. C'est fondamentalement l'apparition du progrès. Ce progrès, à savoir que, tu vas où? Qu'est-ce que c'est le progrès? C'est une course que tout le monde fait sans savoir où il va. Et il y a cette fable, comment dire, du progrès. Le progrès, c'est qu'au fond, du moment que ça change, c'est bien. Tout changement est mieux. Non. En tant que décroissant, on doit oser dire que ce n'est pas forcément le cas. Autrement dit, pour le dire vite, l'origine de croissance, là aussi c'est une expression de Nofrio Romano, il dit c'est l'institution imaginaire de l'individu. C'est la naissance de l'individualisme. C'est la naissance, effectivement, que la liberté individuelle doit l'emporter sur la liberté sociale. Que le chacun pour soi doit l'emporter sur le commun. Et cela se fait au nom d'une indifférence aux valeurs. Je rajoute, parce que je vais être trop long sinon, un point qui est tout à fait important. Quel est le rapport avec la croissance? Quel est le rapport entre alors dire de façon compliquée, la neutralité axiologique ou la neutralité institutionnelle du régime de croissance, le fait que la croissance prétend être indifférente. En réalité, elle n'est pas indifférente, hein, mais elle prétend l'être. Quel est le rapport entre la prétention à la neutralité normative, axiologique, je sais pas comment on dit, du régime de croissance et la croissance? C'est que du coup, à quoi servent les institutions si elles ne prétendent plus vous fournir le sens de votre vie? Puisque c'est chacun d'entre vous qui devait être le maître, le souverain de votre vie. C'est à vous de construire votre vie. C'est à vous d'être à vous-même la construction de vous-même. Quand je rencontre des gens qui me défendent ça, je dis, moi, le jour où je verrai quelqu'un qui, au fur et à mesure qu'il roule sur une route, bitume la route, au fur et à mesure qu'il roule, ce jour-là, je deviens un défenseur du self-made man. Le jour où, au moment de se faire opérer, c'est le type lui-même qui s'auto-opère, ou quand il était à l'école, lui-même, c'est lui qui était le prof, ce jour-là, je peux croire au self-made man. Mais qui peut croire que le monde commence avec moi? Parce que le monde de l'horizontalisme, le monde de la neutralité, le monde de... C'est à chacun d'être à soi-même son propre souverain, son autonomie personnelle, c'est le monde de... Le monde commence par moi. Ben non, le monde avait déjà commencé. Et en particulier, ceux qui avaient déjà commencé, je le dis, c'est les communs. Quand je nais, il y a déjà des choses. Il y a quoi? La nature, la société. Et il n'est pas difficile de voir que le régime de croissance est un régime écocidaire. Et nous rajoutons à la MCD, sociocidaire. La société et, la nature sont les branches sur lesquelles nos vies sont. Nous sommes assis sous ces branches-là. Et le régime de croissance, coupe ces branches-là. Pourquoi? Au fond, comme s'il n'y avait pas de préalable. C'est comme si, essayez de dire une discussion en inventant la langue au fur et à mesure que vous parlez. Vous me direz comment vous faites. Nous ne parlons qu'à partir d'une langue commune. Je peux dire des phrases qu'on peut croire originales, je le fais avec des langues, j'espère, et des mots que tout le monde comprend. Mais avec des mots que tout le monde comprend en commun, on peut dire des choses nouvelles. Mais il faut que le commun précède. La nature précédait nos existences. La société précédait nos existences. Quand nous naissons, il y a déjà une société. La société ne commence pas avec moi. Je ne suis pas l'an zéro de la vie sociale. Et pour aller plus vite, la discussion ne commence pas avec moi. Quand je suis en train de débattre, je ne sais pas si ça vous arrive, vous avez des gens qui disent « ce que vous dites c'est trop compliqué, moi je ne comprends pas, vous vous adressez à des CSP Bac plus 5, etc. » Bon, ok, très bien, bon, je vais commencer la discussion avec toi. Vous imaginez si nous devions commencer toutes les discussions à partir du dernier arrivé? L'horizontalisme, c'est cette dictature-là. Nous devons systématiquement, nous, dans nos réunions, on connaît bien ça, hein. Ah ben oui, mais moi je ne connais pas la décroissance, vous êtes entre vous, etc. Je demande à ce qu'on fasse, pour moi, tout seul, un exposé complet de ce qu'est la décroissance. Merde. Et puis 5 minutes plus tard, il y a un autre qui arrive, il faut recommencer. Mais vous imaginez un monde comme ça? C'est-à-dire un monde qui n'est pas capable de s'appuyer sur ce dont nous avons hérité et ce à quoi nous sommes attachés. Et alors, le lien, c'est quoi? Je termine presque là-dessus. Le lien, c'est que promettent, au fond, les institutions de la croissance, elles nous promettent quoi? Dire, voilà, je vous laisse
libre d'organiser votre vie comme vous le voulez. Quant à moi, je me contente uniquement de vous fournir les moyens matériels et juridiques pour que vous puissiez vous épanouir. Ma fonction, c'est de vous garantir des services publics ou de vous garantir une école ou de vous garantir des lois pour que chacun puisse construire, son propre projet de vie, son propre développement personnel. C'est-à-dire, au fond, en gros, je vous fournis les moyens pour que chacun vous puissiez vous enfermer dans votre bulle pour, vivre, comme disait la nuit, sans porte ni fenêtre. Où peut-il... Il me reste 1 minute. Je termine sur quelque chose que je n'avais pas prévu de dire. Comment voulez-vous que nous puissions partager un sentiment de beauté? Je n'avais pas prévu de dire ça. Comment pouvez-vous espérer que nous puissions partager un sentiment de beauté si tout ce que nous ressentons est enfermé dans notre bulle solipsiste? Est-ce que vous avez compris que quand vous dites à quelqu'un « c'est beau », vous ne présentez pas dire quelque chose d'objectif. Je pense que vous avez tous fait l'essai de dire « écoute cette musique, elle est formidable » et puis l'autre « et plouf ». En général, c'est plutôt dans l'émotion esthétique que nous faisons l'expérience du plouf. Bon, bah non. Alors on est gentil, on dit « ah ouais, c'est pas mal », etc. Mais bon, et plouf. Pourtant, des fois, vous avez remarqué que vous dites « non, vous savez ce que vous dites à ce moment-là ?» Alors de mon temps, moi je fais encore ça, parce qu'on soulevait le tourne-disque et puis on remettait le disque. Vous, maintenant, vous rappuyez sur le bouton, je ne sais pas faire ça, mais on revenait peut-être. Non, t'as pas bien écouté. Réécoute. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis à quelqu'un à qui je viens de dire « mais écoute ça, c'est vachement bien ». Et puis il fait « oh, là, le sentiment de la poufitude ». Et puis vous dites « non, mais réécoute, t'as pas bien écouté ». En fait, à ce moment-là, il faut s'apercevoir que vous vous mettez à espérer que l'autre va ressentir comme vous. Il n'y a pas de sentiment plus humain que le pari que ma configuration sentimentale est, au fond, en harmonie possible avec les autres. Dans un monde où nous ne sommes que des monades, que enfermés, comment voulez-vous que le monde puisse être beau? Comment voulez-vous que le monde puisse être beau? Comment voulez-vous que, pour le dire autrement, le critère de l'émotion esthétique, c'est pas que nous arrivons à partager un sentiment, c'est exactement le contraire. C'est que de temps en temps, nous faisons l'expérience de la déception. Pourquoi sommes-nous déçus quand nous n'arrivons pas à partager une satisfaction personnelle? Parce que fondamentalement, nous ne sommes pas des êtres égoïstes. Parce que fondamentalement, nous ne sommes pas des êtres fermés sur nous-mêmes. Parce que fondamentalement, nous sommes... Quel est le but du régime de croissance? D'instaurer un régime d'horizontalisme et de neutralisation pour dire de quel... Mais de quel droit tu dis que j'ai... Vous savez bien. De quel droit tu dis que... Parce que vous dites quoi quand quelqu'un n'a pas le même goût que vous? Alors soit vous êtes victime et sous la tyrannie du régime horizontaliste et vous dites bah des goûts et des couleurs, hein, chacun ses goûts, on n'a pas les mêmes goûts. Soit vous êtes un petit peu plus courageux et vous dites t'as des goûts de chiottes, t'as mauvais goût. Ah non, tu peux pas dire ça. J'ai mon goût. Comme dirait un gang à New York, toi c'est sur le côté du trottoir, moi je suis de l'autre côté du trottoir, à chacun son côté du trottoir. En termes d'immigration, ça donne la France aux Français, l'Algérie aux Algériens, chacun chez lui. Ce monde séparé, où on n'a plus de partage. Le régime de croissance, c'est le régime qui permet, en défendant une sorte d'équivalence généralisée, tout se vaut. Fondamentalement, tu es à toi-même ta propre source de tes critères. Tu es à toi-même ta propre source de tes valeurs. C'est toi-même qui dois être autofondateur de ce que tu es, de tes valeurs. C'est mon choix. Dans ce monde-là, comment voulez-vous faire changer d'avis quelqu'un? Comment est-il possible de faire changer d'avis quelqu'un? Eh bien, le régime de croissance, c'est ce régime qui s'exerce par cette forme horizontaliste qui permet de neutraliser toute possibilité de faire changer d'avis. En disant, au fond, tout le monde a bien le droit d'avoir un avis différent. Il faut tout pour faire un monde. Et je termine sur une citation, j'espère que je l'ai notée. La décroissance se trompe si elle croit que ses valeurs pourraient lui permettre d'échapper à la pente fatale de l'horizontalisme. Nous nous trompons nous-mêmes si nous croyons que tous nos avis se valent. Non, il y a des avis qui sont plus informés que d'autres. Qu'est-ce qui fait que les meilleurs arguments scientifiques
Et les meilleures références normatives font plouf. C'est que dans le monde de l'horizontalisme, et qui est celui du régime de croissance, qui fondamentalement est le monde du libéralisme en quelque sorte quand même, hein, et bien dans ce monde-là, tout se vaut. Tout est équivalent. Il n'y a pas... Tout doit être horizontal. Pas une tête ne doit dépasser. Bon. Michel, t'as trop parlé, il faut que tu te taises parce qu'il faut laisser la parole aux autres. Voilà une phrase horizontaliste. J'arrête.